Le chapitre 6 de ce cours de physiologie cardiovasculaire va porter sur l'étude de la circulation sanguine dans le système que nous avons baptisé système à haute pression. Le plan du cours que nous allons utiliser est le suivant. Nous verrons dans un premier temps quelles sont les caractéristiques de ce système à haute pression, puis nous étudierons la pression artérielle ainsi que le pouls. Nous aborderons ensuite les différentes techniques qui permettent de mesurer la pression artérielle, techniques qu'il est important de comprendre pour tous les futurs acteurs de santé que vous êtes. Enfin, nous traiterons du réseau capillaire et du système lymphatique. Les principales caractéristiques de ce système à haute pression sont listées ici. La première d'entre elles est que ce système est fortement ramifié et la surface totale de section augmente lorsqu'on s'éloigne de l'aorte jusqu'au capillaire. Nous verrons à la diapositive suivante une illustration de cette notion. Concernant les pressions qui règnent à l'intérieur de ce système, il faut retenir que la pression y est 6 à 7 fois plus élevée que dans le système pulmonaire. C'est au niveau des artérioles que la chute de pression dans ce système est la plus importante. En effet, la pression va chuter de 100 à 85 mm de mercure jusqu'à l'entrée des artérioles, puis elle chutera fortement à l'intérieur des artérioles. La valeur de 100 mm de mercure correspond à une pression artérielle moyenne. Celle-ci est notée PAM et elle est maintenue constante dans ce système à haute pression à cette valeur d'environ 100 mm de mercure par divers systèmes de régulation. Il existe ainsi des mécanismes de contrôle de la pression artérielle et du débit qui adaptent les conditions de perfusion aux besoins métaboliques. Cependant, la somme des débits de toutes les artérioles de notre organisme sera évidemment égale au débit cardiaque. De plus, la pression est pulsatile. Vous vous souvenez des notions de pression artérielle systolique et diastolique évoquées dans le chapitre portant sur le cycle cardiaque. Et le débit, lui aussi, sera pulsatile. Vous avez probablement à l'esprit des scènes de films d'horreur où le côté spectaculaire de cette pulsatilité est exploité. La pression aortique est créée par le cycle de contraction-relaxation du ventricule gauche et l'élasticité des grosses artères va propager cette pulsatilité. L'onde pulsatile va disparaître graduellement au fur et à mesure que nous allons vers les capillaires. Enfin, la dernière caractéristique de ce système à haute pression est sa relativement faible contenance. Au repos, il va contenir environ 1/10 du volume sanguin total. Voici un schéma qui illustre la présence de ces nombreuses ramifications, mais aussi le fait que la valeur du débit est constante tout au long de la circulation, que les résistances à l'écoulement sanguin sont majeures dans les artérioles, qui est de ce fait le principal site de la chute de pression moyenne. Enfin, les deux tracés du bas illustrent le fait que la surface totale de section augmente de façon importante entre les artérioles et les capillaires, alors même que la vitesse de déplacement du flux sanguin va diminuer. Précisons de nouveau de quoi est constitué ce réseau artériel. Nous y trouvons des artères de diamètre de plus en plus faible au fur et à mesure que l'on s'éloigne du cœur. Ces artères renferment beaucoup de fibres élastiques capables de se déformer par l'onde de pression systolique. Cette déformation est transitoire et les artères, évidemment, vont retrouver leur diamètre initial au cours de la diastole ventriculaire. Les artérioles ont pour leur part une paroi musculaire, peu, voire pas déformable, ce qui explique d'une part la résistance à l'écoulement qu'elles génèrent. Le contrôle de l'état de contraction ou de dilatation de ces muscles lisses permet de réguler le débit tissulaire. C'est au niveau des artérioles que va se faire le contrôle de la vasomotricité. Ce contrôle sera sous la dépendance de facteurs dits intrinsèques et de facteurs dits extrinsèques. Parmi les facteurs intrinsèques,
il faut considérer que le métabolisme tissulaire va jouer un rôle prépondérant. En effet, l'augmentation des besoins locaux va se traduire par une augmentation du débit sanguin au niveau des tissus concernés. C'est ce que nous appellerons une hyperémie. Pour ce qui a trait aux facteurs extrinsèques, c'est le système nerveux autonome, et plus particulièrement le système nerveux sympathique, qui sera à l'origine de phénomènes de vasoconstriction. Des facteurs circulants pourront également intervenir, comme les catécholamines, l'angiotensine 2 ou encore l'endothéline. Ces agents que je viens de citer sont tous des puissants vasoconstricteurs. D'autre part, des agents vasodilatateurs exerceront évidemment un effet inverse. Ce sera le cas par exemple de la bradykinine ou de l'acétylcholine. Voici une angiographie d'un même territoire artériel qui illustre les deux états. À gauche, un état de vasoconstriction, à droite, un état dit de vasodilatation. De par son caractère pulsatile, la pression artérielle varie en permanence au cours du cycle cardiaque. Elle passe par un maximum, nommé pression artérielle systolique, puis par un minimum, nommé pression artérielle diastolique. La pression artérielle systolique sera donc influencée par la force de contraction du cœur, alors que la pression artérielle diastolique sera influencée par le tonus de base des artères et par la fréquence cardiaque, laquelle détermine la durée de la diastole. La pression artérielle différentielle, enfin, est la différence de pression systolo-diastolique dans l'artère. Un synonyme pour cette pression différentielle est la pression pulsée. Cette pression pulsée ou différentielle est donc le reflet de la dynamique de la pulsatilité artérielle participant à la contrainte subie par la paroi des artères. Vous avez sur cette représentation un tracé qui vous est maintenant familier de l'onde de pression artérielle où sont exposées les pressions systoliques, diastoliques, mais aussi la notion de pression pulsée, la différence donc systolo-diastolique, et enfin quelque chose qui apparaît ici, qui est indiqué comme étant la pression moyenne. La pression moyenne est une pression que l'on pourrait qualifier de virtuelle, utilisée comme caractéristique hémodynamique d'un individu et calculée en ajoutant un tiers de la pression différentielle à la pression diastolique. Autrement dit, PAM, pression moyenne, est égale à la PAD plus un tiers de PAS moins PAD, un tiers de la différentielle. Cette pression artérielle moyenne n'est donc pas la simple moyenne arithmétique entre la pression systolique et diastolique, mais c'est en quelque sorte une moyenne physiologique qui tente à illustrer le fait que, au repos, la diastole est plus longue que la systole, et donc la pression artérielle restera proche plus longtemps de sa valeur la plus basse que de sa valeur la plus haute. La propagation de cette onde de pression artérielle va générer une vibration qui est à l'origine du pouls. La prise du pouls fait partie de tout examen médical. Le choc produit par l'étirement d'une artère sous l'effet de l'arrivée de l'onde de pression peut être palpé sur les artères superficielles, au niveau carotidien, huméral, fémoral, au niveau de l'artère pédieuse ou plus couramment au niveau de l'artère radiale. La prise du pouls renseigne sur la perméabilité du réseau artériel en amont de l'artère palpée. Elle permet également de mesurer la fréquence cardiaque ou de détecter un éventuel trouble du rythme cardiaque. L'onde de pression artérielle s'amortit en s'éloignant du cœur. Il est possible de mesurer la vitesse de propagation de l'onde de pouls de façon non invasive entre deux endroits distants du tronc artériel. L'onde de pouls se déplaçant plus rapidement dans un vaisseau rigide, la vitesse de l'onde de pouls est une mesure qui permettra donc d'apprécier la rigidité du tronc artériel concerné. Une augmentation de rigidité artérielle cause une élévation des pressions systoliques et diastoliques centrales, ainsi que de la postcharge ventriculaire gauche.
Et donc, une augmentation de la rigidité artérielle diminue la pression de perfusion des artères coronaires. Ces effets augmentent les risques d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque ou d'infarctus du myocarde. Vous comprendrez donc que la caractérisation de cette vitesse de l'onde du pouls est devenue un examen tout à fait important dans la prise en charge des patients à risque de faire ces types d'accidents. Il est par ailleurs beaucoup plus simple et répandu de mesurer la pression artérielle elle-même. Plusieurs méthodes existent pour cela. La première est dite une méthode directe ou invasive. Cette méthode sera réservée à l'usage hospitalier et aux situations particulières. Elle nécessite un cathétérisme artériel et elle donne une valeur de très grande précision. Les méthodes indirectes sont plus faciles à mettre en œuvre et elles vont coupler un brassard gonflable à la détection soit du pouls radial, c'est une méthode moins précise, soit à la détection des bruits de Korotkov. C'est la méthode dite stétacoustique qui nécessite donc l'emploi d'un stéthoscope et qui est une méthode plus précise que celle qui consiste à palper le pouls radial. Nous verrons sur la diapositive suivante à quoi correspondent les bruits de Korotkov. Enfin, il faut noter que divers systèmes automatisés permettent une estimation de la pression, soit en ambulatoire, soit encore dans les officines pharmaceutiques. Ces systèmes automatisés se présentent sous forme de petits bracelets électroniques et ils permettront aux patients d'avoir un suivi autonome de leur pression artérielle. Les bruits de Korotkov sont dus à l'écoulement turbulent du sang dans l'artère comprimée par le brassard. Lorsque la pression appliquée par le gonflement du brassard devient supérieure à la pression artérielle systolique, ceci va fermer l'artère humérale comprimée et empêcher l'écoulement du sang. Le brassard sera ensuite dégonflé progressivement, l'artère humérale va à nouveau s'ouvrir au moment où la pression du manchon deviendra inférieure à la pression systolique. L'écoulement va donc reprendre à ce moment-là, mais avec des turbulences. Et le médecin, avec son stéthoscope, pourra entendre ces bruits de Korotkov, qui sont donc contemporains de la pulsation systolique. Puis, on va continuer à dégonfler le brassard jusqu'à ce que les bruits disparaissent. Les bruits disparaîtront lorsque la pression diastolique sera atteinte, car à ce moment-là, l'écoulement redeviendra laminaire, non turbulent, et donc ne sera plus audible. L'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, a proposé une définition de la normotension, de l'hypertension artérielle ou de l'hypertension limite. Ces différents états se caractérisent par des valeurs de pression artérielle systolique et diastolique différentes. Vous avez sur ce tableau des indications sur lesquelles la normotension sera comprise entre 140 mm de mercure et 90 mm de mercure. Notez qu'il s'agit ici de valeurs exprimées en millimètres de mercure, alors qu'au cabinet médical, les chiffres sont donnés aux patients en centimètres de mercure la plupart du temps. Et on considérera donc qu'un patient qui a une tension de 14,9 sera normotendu. L'hypertension artérielle légère se caractérise, elle, par une pression diastolique comprise entre 90 et 105 mm de mercure. L'hypertension artérielle modérée correspondra à des valeurs comprises entre 105 et 115 mm de mercure, et au-delà de cette valeur, nous parlerons d'hypertension artérielle sévère. Cette hypertension artérielle est quelque chose qui est très communément mesuré, comme je vous l'ai dit, au cabinet du médecin, car on sait aujourd'hui que c'est un facteur de risque important d'un certain nombre de maladies dites cardiovasculaires. Nous allons maintenant parler du réseau capillaire. Les capillaires vont constituer ce que l'on appelle la microcirculation. C'est le lieu d'échange de matériaux entre deux compartiments, le sang d'un côté et le liquide interstitiel des tissus de l'autre. La paroi des capillaires est très mince, de l'ordre d'1 micron. Elle est très perméable à l'eau et aux petites molécules comme le glucose,
les ions inorganiques, l'urée, les acides aminés ou l'acide lactique, qui vont circuler librement entre les deux compartiments. La perméabilité aux protéines est en général beaucoup plus limitée. La distance qui sépare les capillaires et les cellules est relativement faible. On considère qu'elle est inférieure à 50 microns. La circulation du sang dans le réseau capillaire est une circulation qui va s'effectuer à vitesse faible. Ceci va laisser du temps pour la réalisation des échanges qui seront favorisés aussi par la grande surface de section du réseau capillaire, comme cela a été illustré à la diapositive numéro 4. De plus, l'ouverture et la fermeture des sphincters précapillaires, et donc le nombre de capillaires fonctionnels à un temps donné, sont contrôlés par des facteurs d'autorégulation locale, dont le taux d'oxygène. Nous reviendrons sur ces facteurs d'autorégulation dans le chapitre suivant. Il est montré, par exemple, que si le taux d'oxygène dans un organe diminue, des sphincters précapillaires qui étaient fermés vont alors s'ouvrir, entraînant une augmentation du flux sanguin dans ce tissu et donc un apport accru d'oxygène et de nutriments. Les échanges liquidiens entre le sang et les tissus se font par un mécanisme de filtration-réabsorption. Les échanges de matériaux, eux, se feront selon 3 modalités. Les substances liposolubles, dans un premier temps, mais aussi l'oxygène et le gaz carbonique, le dioxygène et le gaz carbonique, pourront traverser les membranes cellulaires, dont celles des cellules endothéliales. C'est un phénomène dit de diffusion passive. Cette diffusion concerne aussi les substances hydrosolubles. Mais la différence est que ces substances hydrosolubles devront emprunter des pores remplis d'eau qui séparent les cellules endothéliales. La taille de ces pores est le facteur qui détermine le passage d'une molécule. C'est aussi une caractéristique importante qui permet de distinguer les capillaires d'un territoire à l'autre. Au niveau du foie, par exemple, ces pores sont de grande taille, contrairement au cerveau, où ils sont pratiquement infranchissables. C'est la différence de concentration d'une substance entre le sang et le liquide interstitiel qui déterminera le sens de sa diffusion. Ainsi, si cette substance est plus fortement concentrée à l'intérieur qu'à l'extérieur du capillaire, la diffusion nette de cette substance se fera vers l'extérieur. À l'inverse, si la concentration de la substance est plus élevée dans le liquide interstitiel que dans le capillaire, la diffusion nette se fera vers l'intérieur. Enfin, les processus d'endocytose et d'exocytose, qui correspondent à une captation et une libération des substances par les cellules endothéliales des capillaires, pourront également intervenir. Compte tenu de l'efficacité des échanges liquidiens, il résulte un passage de liquide du compartiment vasculaire vers le milieu interstitiel d'environ 3 litres par jour. À ceci pourra s'ajouter un volume supplémentaire lors de lésions tissulaires, comme par exemple des blessures, une inflammation, voire même une infection. Tout ce liquide sera alors recueilli par les capillaires lymphatiques pour former la lymphe. Sur ce schéma, vous reconnaîtrez sans doute la double circulation en position centrale, et sur la partie gauche est venue s'ajouter la circulation lymphatique, constituée de capillaires, de ganglions lymphatiques et de vaisseaux lymphatiques. Vous noterez que les vaisseaux lymphatiques sont pourvus de valves, et qu'il n'existe pas sur la circulation lymphatique une pompe comparable au cœur. Pour mémoire, comme cela vous a été présenté en physiologie rénale, l'eau et les particules dissoutes traversent la paroi des capillaires, pouvant entraîner des modifications du volume sanguin et ou du liquide interstitiel. Les différents systèmes de contrôle maintiennent l'homéostasie du volume de ces deux compartiments. Plusieurs facteurs sont impliqués dans le passage des liquides à travers la paroi capillaire. Les pressions hydrostatiques des liquides, les pressions osmotiques des liquides et la direction des liquides. Ce schéma vous est sans doute également familier puisqu'il vous a été présenté dans une version légèrement différente dans le cours de physiologie rénale.
Il illustre la notion de l'inversion de l'équilibre des pressions entre l'entrée et la sortie du capillaire. Nous allons revenir maintenant quelques minutes sur le système lymphatique. Le système lymphatique est un système de drainage et non pas un système de circulation comme c'est le cas pour les circulations systémiques et pulmonaires. Ce système de drainage permet le déplacement de la lymphe par effet de pompe des muscles et du diaphragme au cours de l'inspiration. Sa fonction est double. Il permet de prendre en charge le liquide filtré à l'entrée du capillaire et non réabsorbé en sortie du capillaire, ce qui, je vous l'ai dit, représente un volume quotidien d'environ 3 litres. Ce volume est amené vers les ganglions lymphatiques qui jouent un rôle de filtre et qui participent au système de défense de l'organisme. Les capillaires lymphatiques sont accolés aux capillaires sanguins et sont caractérisés par une paroi faite de cellules endothéliales percées de fentes plus importantes que celles des capillaires systémiques. Au travers de ces fentes se fera le passage des protéines et des bactéries. Les capillaires lymphatiques ne sont pas ouverts, ce sont des ramifications terminales. Imaginez en quelque sorte des doigts de gants qui viennent se mélanger au réseau des capillaires sanguins. Enfin, les capillaires lymphatiques s'anastomosent pour former des vaisseaux lymphatiques de plus en plus gros, de diamètre de plus en plus important. Ceux-ci sont munis de valves constituées par des replis de l'endothélium, qui, à l'aide de la pompe musculaire, facilitent la propulsion de la lymphe de façon similaire à ce qui se passe au niveau des veines. Nous reviendrons plus loin sur cette notion à propos de la circulation veineuse. Le drainage lymphatique se fera donc à sens unique, c'est-à-dire des tissus vers le cœur. Les vaisseaux lymphatiques traversent, je vous l'ai dit, des ganglions lymphatiques. Les principaux ganglions lymphatiques sont les ganglions cervicaux, inguinaux et axillaires qui filtrent la lymphe des divers corps étrangers. La majorité de la lymphe va être déversée dans le canal thoracique qui rejoint la veine sous-clavière gauche, retournant ainsi dans le circuit sanguin. La lymphe qui provient du bras droit, de la tête et du thorax se déversera, elle, dans la veine lymphatique qui rejoint la veine sous-clavière droite. Donc vous voyez que, quelle que soit l'origine de cette lymphe, dans tous les cas, elle retournera dans la circulation sanguine au niveau du système à basse pression. Je vous demanderai de retenir plus particulièrement de ce cours quelles sont les caractéristiques du système à haute pression, comment se fait le contrôle de la vasomotricité, quelles sont les définitions des pressions artérielles, moyennes et différentielles, à quoi correspond le pouls et sa propagation, quelles sont les techniques de mesure de la pression artérielle, en distinguant les techniques directes et indirectes, et enfin, de retenir quelles sont les fonctions du réseau capillaire et du système lymphatique. Je vous remercie de votre attention.